sommes d'avis que ce serait plus normal, c'est normal qu'on accepte qu'une université francophone serait installée dans son propre milieu culturel. Qu'est-ce qu'on nous reprochait d'être francophone en territoire flamand? C'est tout. Et ça me semblait insupportable. Ça me semble toujours aussi insupportable aujourd'hui. Wallenbuiten, c'est le seul slogan du côté francophone qu'on a entendu de Louvain. C'est le coup de pied au derrière le plus fantastique que nous avons eu, que nous avons transformé. Eux disaient que ce qui allait arriver ou ce qui arrivait à Louvain arrivera à Bruxelles quelques décennies plus tard. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que la Belgique est au bord du gouffre et que les problèmes communautaires sont en train de nous détruire. Mais la question de Louvain était une crise plus grave. Aujourd'hui, le gouvernement ne répondra pas donc aux interpellateurs. Oui, il n'était pas prévu que le gouvernement réponde aujourd'hui. Ce serait des... Attention, messieurs, attention, vous allez tomber. Et ce serait vous qui tomberiez au lieu de moi. Ce qui serait évidemment tout aussi désagréable. Vous venez de le voir, alors qu'il s'avance rue de la Loi, le Premier ministre Van den Boenens conserve son humour légendaire. Ce qu'il ne pourra conserver par contre, c'est sa majorité au Parlement. En effet, moins de 24 heures plus tard, le 7 février 1968, le gouvernement VDB tombe. Ce jour-là, c'est la fin d'un mouvement mieux connu sous le nom de Wallenbuiten. Ce jour-là, c'est un tournant dans notre histoire linguistico-communautaire, mais c'est aussi la fin d'une certaine Belgique. Et pourtant, tout avait commencé au milieu des années 60 dans une petite ville du Brabant où flamands et francophones coexistaient pacifiquement depuis plusieurs siècles. Un dossier de Kita Bochet et Bernard Balto. Notre histoire commence donc à l'aube des 60s dans la petite ville de Louvain. Une ville qui n'attire pas forcément l'attention même si elle est très fière de sa prestigieuse université catholique fondée au XVe siècle. S'y côtoient jusque-là sans histoire professeurs et étudiants flamands et francophones. Mais bientôt, les revendications communautaires vont avoir raison de ce bel équilibre qui avait pourtant tenu des siècles. Monsieur Nothomb, quand arrivez-vous à l'UCL? En septembre 65, j'arrive à l'UCL. Quel est le climat à ce moment-là quand vous arrivez? Mais le climat... Écoutez, je ne connaissais pas l'université de Louvain, ou à peine. J'ai fait mes études à Paris. Donc je ne connaissais pas. Je suis entré dans une maison, pardonnez-moi le mot, mais un peu moisie. Très confinée. L'université était encore unique. Il y avait un recteur unique qui était magnifique, n'oubliez pas le mot, hein, qui était magnifique. Et dans une ambiance, si vous voulez, de symbiose avec la ville extraordinaire. En arrivant pour me présenter chez Monseigneur Descamps, j'arrive dans les halles où il y a un superbe escalier en marbre, et sur cet escalier, il y avait une dame qui nettoyait, qui époussetait avec beaucoup de dignité. Je lui dis, madame, je lui demande, madame, je le fais en néerlandais, je lui demande, madame, pourriez-vous m'indiquer où est le bureau du recteur? Elle a pris son balai comme une arme, non pas qu'elle me présentait, mais comme si elle défendait, comme la sentinelle qui défend la porte, et dit « Qui êtes-vous » Je lui dis « Écoutez, je suis le nouveau, directeur des relations extérieures, mais il n'y a pas de directeur ici, monsieur, il y a des professeurs ou des assistants. » Et puis elle a continué à balayer. Est-ce qu'il y avait des contacts entre étudiants de deux langues différentes et entre professeurs? Entre professeurs, beaucoup, parce que beaucoup de nos professeurs enseignaient dans les deux langues. Et au niveau des étudiants, et ce n'était pas uniquement ceux qui étaient d'origine flamande. Donc il y avait beaucoup de bilinguisme et une très bonne entente. La plupart des étudiants vont manger à l'Alma, un restaurant bon marché, qui est géré par une ASBL. Ici, les étudiants se rencontrent, qu'ils soient flamands, wallons ou étrangers. Ils apprennent à se connaître, peuvent s'apprécier et devenir des amis. J'étais étudiant en droit.
dans la section néerlandaise de l'université, effectivement, avec l'intention de devenir un juriste à Bruxelles, donc bilingue. Les cours étaient faits dans les deux sections, francophone et flamande, en parallèle, dans les mêmes bâtiments. Et la coexistence était excellente. On se parlait éventuellement d'un groupe linguistique à l'autre, selon les amis que l'on avait, mais les choses étaient très pacifiques. Leuven is bovendien een tweeledige universiteit. Louvain est en effet une université en deux parties. Tous les cours sont donnés en néerlandais et en français. Et les deux sections, en néerlandais et en français, ont leurs propres professeurs, laboratoires et séminaires. Et comme jeune professeur, moi j'assistais à des délibérations pour les étudiants néerlandophones et francophones. Et les doyens faisaient ça dans les deux langues. Non, il n'y avait pas de problème. Mais donc c'est surtout l'augmentation du nombre des étudiants qui a posé le problème. Il faut dire que le problème de Louvain a coïncidé avec une période de croissance économique extrêmement élevée. Et donc il y a eu une démocratisation rapide de l'enseignement supérieur. Et donc un afflux important de nouveaux étudiants. Moi, j'ai encore vécu à l'université de Louvain l'année où on a inscrit les 10 millièmes étudiants néerlandophones et francophones réunis. Dans les années 60, on augmentait chaque année de 10-15%. Et donc, il y avait cette perspective d'une université énorme. Au début des années 60, les auditoires de l'UCL sont en effet prêts à déborder. En moins de 15 ans, les inscriptions ont pratiquement doublé. La question n'est plus de savoir s'il faut étendre l'université, c'est une certitude. Le dilemme est de savoir où déplacer certaines facultés, aux alentours de Louvain, à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie. Et puis du côté flamand, on a constaté que cette grande université pourrait constituer une menace pour ce qu'on appelait l'homogénéité linguistique de la région. En effet, des milliers et des milliers de professeurs francophones, des étudiants, etc., tout cela aurait peut-être modifié le régime linguistique, et d'autant plus que, et ça c'est un fait objectif, je crois, parce que moi j'ai connu beaucoup de professeurs francophones, et leurs enfants étaient souvent mes amis, il était vrai qu'ils s'adaptaient à l'environnement néerlandophone avec une mesure extrême, pour ne pas utiliser un autre terme. Ils demandaient même des services francophones dans les administrations de la ville, à l'hôtel de ville, etc., etc. Et tout cela, pour certains Flamands, était la preuve d'un manque de volonté d'adaptation. Les facilités accordées aux francophones sont inacceptables pour la communauté flamande, sous quelle forme que ce soit. Pour les Flamands, il était important d'en finir enfin de cette francisation éternelle qui nous menace. Ces propos sont symptomatiques. Au même moment, divers événements tendent à montrer que le nationalisme flamand bouillonne. À Anvers, par exemple, où des flamingants ont fait pression pour obtenir la suppression des messes paroissiales en français. Ils savent bien parler le flamand, mais ils ne veulent pas parler le flamand. C'est une question de snobisme ici. Il y a une classe, une catégorie de gens qui ne veulent pas s'intégrer dans la population. Et pourtant qu'ils comprennent bien le français et le néerlandais, donc ils ne veulent pas s'intégrer dans la population et ils veulent bien être assistés, ils veulent bien assister à des sermons en flamand, en français. C'est justement ça, donc c'est la question de principe.